Bonjour à tous, alors aujourd'hui on regarde cet exercice qui est tombé à un oral de Minpon en PSI. Donc c'est aussi faisable pour les MP, même si ce serait probablement un peu trop facile pour les MP, vous pouvez quand même l'essayer. Et puis il y a aussi donc pour les PC et même pour les BCPST, c'est tout à fait au programme de BCPST, vous pouvez le faire normalement dès le début de la deuxième année de BCPST. L'exercice oral se composait principalement des trois premières questions. Et puis en fait, comme le candidat a terminé suffisamment rapidement les trois premières questions pour avoir ensuite une question bonus, bah, on va aussi regarder la question bonus. Moi je vous dis, je pense que si vous tombez sur un exercice comme ça, en tout cas sur les trois premières questions, vous avez de la chance parce que je trouve qu'il est plutôt simple. Pour un exercice de Minpon, je le trouve plutôt simple. Par contre, la question bonus, là, là ça pique un petit peu. C'est elle qui est vraiment dure. Je vous conseille dans un premier temps déjà de chercher les questions chez vous. Et ensuite, bah, de regarder la correction si vous étiez bloqué à certains endroits. Voilà, c'est comme ça que vous progresserez le plus. Bah, c'est parti, je vais lancer la correction de l'exercice. Voilà, donc j'ai recopié l'énoncé vite fait là en haut. Et donc, on va regarder un peu cette suite. On veut trouver sa limite si elle existe. Et donc, comme elle dépend de la fonction sinus, déjà, ça pourrait être pas mal de tracer la fonction sinus pour nous faire un peu une idée. En fait, ça, c'est des suites définies par une relation de récurrence. Voilà, c'est assez fréquent ce genre de truc. Et donc, on peut tracer le graphe de la fonction sinus pour voir comment ça marche. Le problème, c'est que bah, U0 appartient à R. Si on pouvait déjà restreindre un peu l'espace sur lequel on trace sinus, ça pourrait déjà bien commencer. Notamment utiliser la parité, tout ça. Ça pourrait être pas mal. Mais surtout, bah, en fait, U0 appartient à R. Déjà, on est un peu limité, mais en fait, U1, il appartient à moins 1. U1, il appartient à moins 1. Donc, parce que U1, c'est sinus de U0, et donc sinus de U0 est bien compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que plutôt que de partir de U0 qui est dans R, R c'est très grand, bah, on peut regarder juste entre moins 1 et 1 en partant plutôt de U1. Voilà, vous allez voir, ça va nous simplifier pas mal la vie, c'est déjà une première étape pour démarrer. Et donc la fonction sinus entre moins 1 et 1, elle a à peu près cette tête-là, on n'atteint pas encore les maximums et les minimums de la fonction sinus à cet endroit. Et donc souvent, c'est un petit graphique que vous avez probablement vu, on trace la fonction la droite y égale x, la première bisectrice, et pour représenter la suite, bah, on va prendre le terme U1 qui est donc entre moins 1 et 1, et puis en allant chercher ici le point sur la première bisectrice, ça va nous donner U2 en abscisse, qui va ensuite nous donner U3, etc. Et on voit qu'en fait, ça va rebondir comme ça, un peu en escalier, le long des deux courbes, pour nous donner l'intuition en fait que la limite ce sera 0. Déjà, je pense que si vous faites ce dessin-là, c'est pas mal, parce que ça, là, on est vraiment dans un cadre où ce dessin est vraiment très classique pour représenter ce qui se passe. Et ce dessin nous permet aussi de visualiser la limite qu'il y aura, qui est 0. Donc, alors, usuellement, moi, c'est une méthode que je donne à mes élèves en BCPST. Euh, je leur conseille de faire deux choses, de faire le graphique des variations de la fonction et de faire l'étude du signe de la fonction moins x. Vous allez voir pourquoi si vous êtes perdu, mais on va faire ça. Alors en plus là la fonction elle est paire, donc on va regarder juste entre 0 et 1. Donc entre 0 et 1, la fonction sinus, on n'a même pas besoin de faire d'étude, on sait sa monotonie, on sait qu'elle va de 0 jusqu'à sinus 1 en croissant. Et par ailleurs, si on regarde le signe de sinus x moins x, eh ben c'est négatif entre 0 et 1. Donc, on va déjà faire ce cas-là. Si U0 appartient à 0,1, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on peut dire que pour tout n, déjà, UN appartient à 0,1. Ça, c'est une récurrence immédiate, ok? Je rédige pas la récurrence, c'est simplement de dire que bah, on voit bien que si on part entre 0 et 1, bah, en fait, comme l'image par 0,1 de sinus, c'est 0 sinus 1, bah, en fait, c'est un espace stable. 0 et 1, 0, 1, le segment 0,1 est stable par sinus. Et donc, pour tout n, un sera toujours entre 0 et 1 parce qu'on va toujours faire des sinus de trucs entre 0 et 1. Et donc, bah, voilà, c'est une récurrence immédiate. Donc, voilà, je ne passe pas plus de temps là-dessus. Et par ailleurs, bah, en fait, là, on voit sur le graphique que la suite un va être décroissante. Donc, on va essayer de le prouver, ça. Pour trouver une limite de suite, si on a une suite monotone, c'est déjà pas mal pour faire le théorème de la limite monotone. Donc, quand on regarde un plus 1 moins un, on a sinus un moins un. Et ça, c'est tout l'intérêt de faire ce graphique sinus x moins x, parce qu'on a vu que ça, du coup, entre 0 et 1, c'est négatif. D'accord? Donc c'est bien négatif ça, parce que un appartient à 0, 1. Et donc c'est vraiment ça l'intérêt de ce tableau. Hein. On repère les espaces stables, et on repère le signe de sinus un moins un sur ces espaces stables. Ça nous permet d'étudier différents cas. Là, en l'occurrence, on a ce cas-là qui est très simple, du coup, la suite, elle est décroissante. Par ailleurs, comme on veut qu'elle converge, bah, ça tombe bien, elle est minorée par 0, donc elle va converger vers une limite. Et pour trouver la limite, bah, on utilise la formule de récurrence.
un plus 1 est égal à sinus de un, bah, ça veut dire qu'en passant la limite ici, un plus 1 tend vers L, sinus de un ça tend vers sinus de L, donc de plus on a L égale sinus de L en faisant un passage à la limite dans la relation de récurrence. Ça veut dire que L égale 0. Ça se voit sur le dessin, le seul endroit où la courbe croise sinus c'est en 0, et par ailleurs en faisant l'étude de sin de sinus x moins x, eh ben, on voit qu'elle passe par 0 ici. Alors ça, je ne l'ai pas prouvé, mais si on veut le prouver, on peut faire l'étude de la fonction sinus x moins x, hein. Après, c'est vraiment classique, très classique de comparer sinus x par rapport à x, donc ça, je pense pas que vous ayez besoin de le prouver, parce que c'est vraiment, ça arrive très souvent. Euh, Après, ça peut aussi se faire par inégalité des accroissements finis, ça. Euh, voilà, par théorème des accroissements finis, on peut trouver ce genre de truc. Donc bon, je suis passé un peu vite là-dessus parce que ce sont des résultats très classiques. Souvent, c'est fait en première année. Donc, L égale 0, donc finalement, dans ce cas-là, UN tend vers 0. Et après, on va raisonner par imparité de la fonction sinus pour le cas où U1 est compris entre moins 1 et 0. En fait, on aurait pu faire le tableau entre moins 1 et 1, hein. Donc, on aurait pu faire exactement le même raisonnement. Mais là, plutôt que de faire ça, on va utiliser le fait que la fonction sinus est impaire, et on dit que bah, si U1 est entre moins 1 et 0, bah, moins U1 il est entre 0 et 1. Ça ressemble au cas précédent. Effectivement, on va pouvoir se ramener au cas précédent, parce que comme la fonction sinus est impaire, regardez, on a moins UN plus 1, ça fait moins sinus de UN, et on peut rentrer le moins dedans. Moins UN plus 1, c'est sinus de moins UN. Ça, c'est exactement la relation de récurrence là-dessus, mais sur la suite moins UN. Moins UN, elle satisfait cette relation de récurrence aussi. Ok. Donc moins UN, elle satisfait cette relation de récurrence, et par ailleurs, son terme de rang 1, il est bien compris entre 0 et 1. Donc moins UN, elle est dans le premier cas. Ça veut dire que d'après le premier cas, la suite moins UN, elle tend vers 0. Et donc si moins UN ça tend vers 0, ça veut dire que UN tend vers 0. Donc dans tous les cas, UN tend vers 0. Ça c'est pour la question 1. On a montré que la limite de la suite c'est 0, quel que soit U1, et donc quel que soit U0, parce que U1 est forcément entre moins 1 et 1. Alors pour la deuxième question, on nous demande de regarder la nature de cette série, est-ce qu'elle converge, est-ce qu'elle diverge? Bon, cette série quand on la voit la première fois, on se dit mais qu'est-ce que Hélène ça vient faire là-dedans? C'est un peu bizarre. Euh, Bon, ça, c'est une expression à retravailler en fait, hein. On peut revenir aux sommes partielles et voir un peu ce que ça donne. Et en fait, quand on fait la somme partielle, donc c'est la somme de ces termes-là. Et bah, forcément, enfin moi, ça me donne tout de suite envie d'utiliser la propriété de ln et de dire que bah, c'est la somme des ln de uk plus 1 moins ln de uk. Voilà. Et là, bon bah, je suppose que vous reconnaissez tout de suite une somme télescopique. Enfin, j'espère. On peut reconnaître une somme télescopique. D'accord, on a le terme UK plus 1 qui se compense avec le terme UK. Donc, tous les termes vont s'annuler. Il va rester celui d'indice le plus haut. Donc, l'indice le plus haut qu'on va trouver quand k égale n, ce sera n plus 1. Et celui d'indice le plus bas, quand k égale 0, on aura ln de u0. Voilà. Donc, on a Sn qui est égal à ln de un plus 1 moins ln de u0. En termes de signes, il y a une petite ambiguïté parce que on n'est pas sûr que u0. euh, Bon, comme vous voyez, à partir du moment où on a U1 qui est compris entre 0 et 1, on n'a plus de soucis. La suite est tout le temps le même signe. La suite est tout le temps le même signe. Par contre, enfin, U0 il n'est pas forcément du même signe que U1. Donc cette suite, elle n'est pas forcément bien définie. Elle n'est pas forcément bien définie quand k égale 0. Peut-être qu'on devrait commencer la somme en k égale 1 là pour que ce soit bien défini. Mais en gros, à partir du rang U1, les termes sont tous de même signe. Donc qu'il soit positif ou négatif, le quotient sera toujours positif. Après là par contre comme je le sépare en deux, peut-être que je devrais mettre des valeurs absolues. Donc là je vous fais remarquer que j'aurais peut-être dû mettre des valeurs absolues pour que les ln soient bien définies. Et après bon de toute façon on aurait une somme télescopique, donc là peut-être aussi que j'aurais dû mettre des valeurs absolues pour être sûr. Et peut-être qu'on aurait dû la commencer en U1. Bon ça change pas le résultat de toute façon, qui est que une fois qu'on a ça on peut facilement trouver la limite de Sn. Euh, En fait UN plus 1 tend vers 0. Qu'on ait mis une valeur absolue ou pas, ça tend vers 0. Lui il est stable, il bouge pas. Mais c'est surtout le fait que UN plus 1 tend vers 0, bah en fait Sn tend vers moins l'infini. Voilà, ce truc ça tend vers moins l'infini. Donc Sn tend vers moins l'infini, ça veut dire qu'on est sur une série qui est divergente. Ici. Voilà, donc ça résout la question 2, vous voyez, pas très compliqué. Et donc on peut passer, et donc voilà, on a une série divergente, et donc on peut passer à la question 3, qui peut sembler un peu étrange, parce que là, on nous introduit la série des UN carrés
Wow! Alors bon, forcément, ça a un lien avec les trucs précédents, mais là, ça a l'air vraiment de sortir de nulle part. Euh, on n'a jamais eu de puissance de 2 sur UN depuis le début. Donc la question qui va nous permettre de comprendre le chemin, c'est de se dire où est-ce que on va faire apparaître des puissances de UN. D'où est-ce qu'il sort ce UN carré? Où est-ce qu'il y a des puissances de UN qui sont cachées? Et donc là, bah, l'endroit où on peut faire apparaître des puissances de UN, c'est en faisant des développements limités, que ce soit le développement limité de ln ou le développement limité de sinus, on a des puissances de UN là-dedans. Et donc, nous, on a regardé la série des ln de UN plus 1 sur UN, on a vu que cette série-là, elle diverge, et donc, on va peut-être regarder UN plus 1 sur UN, qu'est-ce que c'est son développement? Euh, on regarde du coup UN plus 1 qui est sinus UN, et là on fait le développement de sinus, donc ça nous fait ce truc-là. Ok, donc c'est le développement de sinus x, sauf qu'à la place de x on a mis UN. Je le fais à l'ordre 3 parce que vous voyez que euh, quand on va simplifier par UN, on va avoir le fameux UN carré qui va apparaître ici. Euh, et donc ça, on le met dans le ln parce que nous on sait qu'on a une série qui diverge, c'est la série des ln de ce quotient là. Donc quand on fait ln de ce quotient, ça fait ln de tout ça, d'accord? J'ai mis le résultat là dans le ln. Donc c'est ln de 1 plus quelque chose, ou bien de 1 moins quelque chose si vous voulez. On sait que ln de 1 plus quelque chose, c'est égal à ce quelque chose plus un petit taux du même quelque chose. Donc là, tout est en un carré, donc ça c'est égal à moins un carré sur 6 plus un petit taux de un carré. Donc ça, c'est le développement de ln qu'on fait. Et donc ce truc est équivalent à moins un carré sur 6. Ce truc, c'est équivalent à moins un carré sur 6. Donc, vu que la série qu'on a étudiée tout à l'heure, la série des ln de UK plus 1 sur UK diverge, ça, c'est le terme général d'une série divergente. Donc, comme il est équivalent à ça, bah, ce terme-là aussi est le terme d'une série divergente. Donc, la série des un carrés diverge. Parce que si la série des moins un carré sur 6 diverge, la série des un carrés diverge aussi. Bah parce qu'on avait montré du coup que cette série divergeait. Ok. Donc ça c'est d'après la question précédente. Ok, on y est presque. Euh, il ne reste plus qu'à trouver la nature de la série des UN. Et là, il faut juste qu'on revienne à ce qu'on a dit tout à l'heure. Bah, on a vu qu'en fait, U1 est forcément compris entre 0 et 1, et qu'après, tous les termes de la suite ils sont compris entre 0 et 1. Donc si on a des termes qui sont compris entre 0 et 1, ça veut dire que quand on les met au carré, ils deviennent plus petits. Et donc, alors là, bon, c'est dans le premier cas, hein. Il y aura le deuxième cas après. Mais donc, dans le premier cas, si U1 appartient à 0, 1, c'est pour toute n. Alors, pour toute n appartenant à n étoile, U0 est pas forcément dedans, d'accord? On a ça. Pour tout n appartenant à n étoile, pour tout n plus grand que 1, on a que un carré est plus petit que un, tout simplement parce que un est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que la série des un, elle diverge, par comparaison. Là, on a la série des un carré qui diverge, donc la série des un qui est plus grande que la série des un carré, et ben elle diverge aussi. Ok. Et là, on est bien avec des séries de termes positifs, hein. Un carré, elle est positive, et puis un est positif aussi parce qu'on est dans un cas positif. Dans le deuxième cas, eh ben, cette fois, c'est moins un qui est positif, et là encore, on a moins un qui est supérieur à un carré, donc la série des moins un diverge. Bah voilà, ça nous permet de conclure dans tous les cas que la série des un diverge, et ça répond à la troisième question du sujet. Donc voilà, là on a traité les trois questions du sujet sans faire la question bonus, c'est-à-dire que c'est déjà très bien si on s'en est sorti comme ça en faisant les trois questions principales. Voilà, donc on a fini les trois questions principales. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là pour le corriger, dans le sens où bah là en fait ça c'était l'exercice Minpon. Après, bon, comme c'est un oral, forcément l'examinateur propose de nouvelles choses, notamment la question bonus qui est on veut un équivalent de UN. Bon, comme je vous ai dit, cette question bonus, elle est difficile. Elle est difficile et elle m'a pris pas mal de temps. Alors, je j'ai pas trouvé de solution simple en fait. Donc, si vous avez une solution plus simple que moi, n'hésitez pas à la proposer, ça m'intéresse. Mais bon, moi je vais vous proposer une solution. Je suis pas sûr qu'ils aient pu faire ça à l'oral parce que bah, ça me semble long en fait. Donc peut-être qu'ils avaient une autre solution ou bien peut-être que l'examinateur a juste demandé des idées à l'élève. Mais moi, du coup, je vais pas me contenter d'idées, je vais vraiment vous montrer comment on peut trouver l'équivalent de UN. Et effectivement, déjà, la première question, c'est de se demander comment on va le trouver.
Alors, je vais passer un peu plus vite parce que comme c'est une question un peu plus avancée, voilà, je vais un peu moins expliquer tous les petits calculs, d'accord? Je vais passer un peu plus vite sur les résultats. Et donc, déjà, on peut se demander, ok, euh, on veut un équivalent de UN, et on peut déjà regarder la relation de récurrence. UN tend vers 0, donc évidemment, on ne peut pas dire que UN est équivalent à 0. Sinus de UN, il est équivalent à UN, vu que ça tend vers 0. Sinus x est équivalent à x en 0, donc sinus de UN est équivalent à UN. Donc, c'est-à-dire UN plus 1 est équivalent à UN. Ça nous limite déjà les possibilités. Ok. Une suite UN plus 1 qui est équivalente à UN, déjà ça peut paraître par exemple les factoriels, ça pourrait pas être l'inverse d'une factorielle par exemple, parce que les factoriels au rang n plus 1 ne sont pas équivalentes aux factoriels au rang n. De la même manière, ça peut pas être une exponentielle. Ça peut pas être exponentielle n plus 1 par exemple, et exponentielle n pour UN. Ou bien ce serait exponentielle moins n plus 1 vu que ça tend vers 0, parce que les exponentielles ne sont pas équivalentes. Le terme n plus 1 est pas, enfin, je parle d'exponentielle, mais pour les sites, ce serait plutôt géométrique, quoi. Dès que c'est géométrique, c'est pas équivalent au rang n plus 1 avec le rang n. Donc, pour que ce soit équivalent au rang n plus 1 avec le rang n, il y a deux possibilités. La plus probable, c'est que ce soit une puissance. Ok, si un est équivalent à a sur n alpha, alors à ce moment-là, un plus 1 sera équivalent à un. Donc ça, c'est une première possibilité. Il y aurait une autre possibilité aussi, ce serait que un soit équivalent à ln de n puissance alpha. Ln de n puissance alpha, et on pourrait avoir une combinaison des deux aussi, hein. Mais donc moi, je vais aller chercher au plus simple, et donc supposer que un est équivalent à a sur n puissance alpha, pour espérer trouver quelque chose qui marche. Donc si on suppose ça, on va regarder, donc c'est une phase d'analyse, est-ce qu'on peut trouver a et alpha qui vont être cohérents. Donc si on dit ça, ça veut dire que concrètement, hein, je réécris la définition de l'équivalent, un c'est égal à a sur n alpha plus un petit taux de n alpha. Et donc on va regarder la décomposition de un plus 1, parce qu'il faut que ce soit compatible avec sinus, cette décomposition qu'on a trouvée là. Donc quand on fait un plus 1 moins un, parce que un plus 1 on sait qu'il est équivalent à un, donc on va voir comment ça se simplifie cette histoire. Donc là, je mets les équivalents tout de suite. J'ai oublié le petit taux de n plus petit taux de n alpha, là c'est important. Plus petit taux de n alpha, pardon. Donc on regarde ce que ça fait. Alors, déjà je fais le développement par rapport à sinus, d'accord? Donc le développement par rapport à sinus, ça fait que c'est ça le développement par rapport à sinus. Donc bim, les un se simplifient et il nous reste ce développement-là. Donc on va remplacer, hein, ce un au cube par le développement de un, et donc ça nous fait ce truc. Ok. Donc ça, c'est quand on a remplacé le développement de un avec ce truc-là. Donc on remarque que là, on a un petit taux de n puissance 3 alpha. Ça veut dire que c'est quelque chose de plus précis, de plus petit en fait, que le petit taux de 1 sur n alpha ici. C'est-à-dire que, euh, en fait, quand on fait un plus 1 moins un, les petits taux de 1 sur n alpha, ils sont censés se compenser. Alors, j'aurais dû quand même le mettre, hein, mais en gros, ici, on est censé avoir un plus, un petit taux d'un truc qui est plus petit que n alpha. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, du coup, dans la suite, la différence des deux, là. J'aurais pas dû mettre un signe égal ici. On regarde la différence des deux, et on regarde quel petit taux ça nous fait dans le calcul pour voir justement ce qu'on devrait avoir comme un truc qui est plus précis que le petit taux de 1 sur n alpha. Bon, bref, on fait l'équivalent de un plus 1 moins l'équivalent de un pour voir comment ça simplifie cette affaire. En mettant en facteur a sur n alpha, ça nous permet de faire apparaître le développement ici de 1 plus 1 sur n puissance moins alpha, donc 1 plus x puissance moins alpha. On le fait à l'ordre 1 pour voir ce que ça donne, donc ça c'est le développement à l'ordre 1. Et quand on redistribue le a sur n alpha, eh ben on obtient ça. On obtient ça. Et donc effectivement, vous voyez, on a un petit taux qui est plus petit, qui est plus petit que le petit taux de 1 sur n alpha. Donc voilà, donc là l'idée c'est vraiment de se dire, voir quel petit taux on obtient quand on simplifie ça, et se dire maintenant, si un est équivalent à a sur n alpha, on a envie que ces deux trucs rouges là correspondent, et donc pour que ça corresponde, bah, ça nous fait un petit système, en fait il faut que la puissance ici, alpha plus 1, elle corresponde aux 3 alpha, ok, le alpha plus 1 il doit correspondre aux 3 alpha, et puis il faut que la constante a carré, a cube moins 6, elle correspond à la constante moins alpha a ici. Donc c'est parti, on le note. Donc alpha plus 1 égale 3 alpha, moins alpha a égale moins a au cube sur 6. Bon, déjà ça nous permet de trouver alpha qui est 1 demi. Et par ailleurs, ça nous permet de trouver a, donc on simplifie par a, évidemment a est non nul parce qu'on ne peut pas trouver un équivalent qui vaut 0, et donc on trouve a qui vaut plus ou moins racine de 3. Là on va se supposer du côté positif, hein.
Parce que bon, on pourrait faire aussi avec U1 négatif, mais là, pour le moment, on va le traiter avec le cas positif, ok? On prend A qui est égal à racine de 3. Sinon, ce serait moins racine de 3 si on était du côté négatif. Euh, voilà, et donc du coup, bah, a priori, d'après l'analyse, UN devrait être équivalent à racine de 3 sur N. Donc là, pour s'en convaincre déjà, parce que bon, on n'est potentiellement pas forcément convaincu, on pourrait faire un petit programme, euh, évaluer ça pour voir. Bon, on peut pas le faire à l'oral, hein, mais peut-être que l'examinateur pourrait nous poser la question. Est-ce que, enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai trouvé ce résultat-là. J'ai fait mon petit programme Python et j'ai vérifié que effectivement, quand on fait racine de n fois un, ça a bien l'air de converger vers racine de 3. Par ailleurs, ça a même l'air de le faire de manière monotone. Euh, on va voir ça dans la suite. Parce que justement, pour la synthèse, ça va être utile de faire ça. Là, nous, ce qu'on a dit, ce qu'on a vu, c'est que a priori, ça a l'air d'être un équivalent qui marche. Bah, donc, pour montrer que ça, c'est la solution, il suffit de montrer que la limite de cette suite, c'est bien racine de 3. Bon, pour pas se trimballer des racines partout, on va mettre tout ça au carré. Et on va poser la suite Vn qui est n fois un carré divisé par 3. On veut montrer que cette suite tend vers 1. Si on a montré que cette suite tend vers 1, on a gagné. En fait, on peut même dire mieux, si on a montré que cette suite converge, on a gagné. Parce que ici, on a supposé que un est équivalent à ça, et on a dit si un est équivalent à ça, alors un est équivalent à racine de 3 sur n. Donc bon, on va y revenir, mais en gros, si on réussit à montrer que Vn converge vers L, bah, vous allez voir, on a gagné. Alors, comment on peut faire? Bah, déjà, on peut étudier la monotonie de Vn. Donc, j'ai fait le calcul de Vn plus 1 sur Vn. Je vous épargne un peu le calcul. Enfin, là, en fait, on va utiliser le développement qu'on a déjà fait de sinus Un sur Un. Donc, qui était ce truc-là. Ça, on l'avait fait à la question 3 précédemment. Et donc, on va développer cette horreur. Donc voilà, donc déjà ce qu'on fait, c'est qu'on développe ce carré là. Donc là, j'ai développé le carré. Donc il y a une petite erreur, j'aurais dû retirer le carré. C'est plus au carré, là j'ai développé le carré. En fait, ça c'est le double produit du carré. C'est pour ça qu'on n'a plus le 6 mais on a 3. D'accord. Donc ne voyez pas ce carré. Là en fait, c'est mon développement. Et après, j'ai tout distribué en disant que en fait, bah, voilà, j'ai pas été très loin dans le développement, hein. J'ai juste dit que on a un petit taux de un carré et de toute façon, quand on multiplie 1 sur n avec un carré, ça rentre dans le petit taux de un carré. D'accord. Donc j'ai tout développé et j'ai dit qu'on a ça plus un petit taux de un carré. Et nous, on veut savoir si ça c'est plus grand que 1. D'accord. Donc là, on a 1 plus quelque chose plus un petit taux de un carré. Et donc, si on fait ça moins 1, concrètement, c'est ça qui va nous indiquer le signe. C'est ça qui va nous dire est-ce que c'est plus grand ou est-ce que c'est plus petit que 1. Donc, on doit connaître le signe de ça pour connaître la monotonie de Vn. Si on connaît le signe de ça, on sait que Vn elle sera croissante ou décroissante à partir d'un certain rang. Donc, on veut étudier le signe de 1 moins Vn. On va regarder ce que ça veut dire. 1 moins Vn supérieur à 0, ça revient à dire que 1 est plus grand que Vn. Et donc, que 1 est plus grand que ce truc. Vn c'est ça, et donc si on isole un, ça revient à dire que un carré est plus petit que 3 sur n. Donc on peut essayer de montrer ça par récurrence. Là pour le coup, on a une suite qui est définie par récurrence et on veut montrer par récurrence que un carré sera toujours plus petit que 3 sur n. Alors bah, pour n égale 1, ça marche, hein, parce que u1 au carré, de toute façon u1 c'est plus petit que 1, on a vu u1 il est compris entre 0 et 1, donc u1 il est plus petit que 1. Et quand on remplace par n égale 1 ici, ça fait 3. Donc 1 c'est bien plus petit que 3, donc là c'est bon. Ensuite, ça marche pas pour n égale 0 par contre, ce truc, hein. Euh, Ensuite, bah, pour n égale 0, de toute façon, en fait, on peut pas diviser par 0. Ensuite, si c'est vrai au rang n, alors on regarde comment on peut se ramener au rang n plus 1. Donc on part de l'hypothèse de récurrence, on prend la racine carrée pour isoler un. Et donc un plus 1, nous on sait que c'est sinus. Là, comme je vous dis, hein, on suppose qu'on est du côté positif, d'accord. On regarde vraiment le côté positif, donc on est compris entre 0 et 1. Et donc dans ce cas-là, on a un plus 1 qui est bien plus petit que sinus de racine de 3 sur n, tout simplement parce que la fonction sinus, elle est croissante. On a vu ça tout à l'heure, elle est croissante entre 0 et 1. D'accord. Donc on a appliqué la fonction sinus là-dessus, hein. Sinus de un, ça donne bien un plus 1. Bon, bah on aimerait bien dire que ça, c'est bien plus petit que racine de 3 sur n plus 1. D'accord. Si on a réussi à montrer, si on réussit à montrer ça, si on réussit à montrer cette inégalité-là, on a gagné. Et ça, en fait, cette inégalité-là, il s'avère qu'elle est vraie. Il s'avère qu'elle est vraie, mais qu'elle n'est pas facile à montrer proprement. Okay. Elle n'est pas facile à montrer simplement. En fait, il faut faire une étude de fonction, hein, et bah, si on regarde la fonction déjà sur sa calculatrice ou bien sur GeoGebra,
moi j'ai tracé sur GeoGebra pour vérifier que, effectivement, ce truc-là, cette inégalité-là est bien toujours vérifiée. Donc bon, ce que je vous propose, c'est qu'on suppose que c'est que c'est vrai, d'accord, et on conclut la récurrence. Donc en conclusion, un carré est bien toujours plus petit que 3 sur n, ça veut dire que 1 moins Vn est toujours positif. Ça, c'est vrai pour tout n. Donc, à partir d'un certain rang, la suite Vn, elle va être croissante. Parce que, euh, parce que quand on fera Vn plus 1 moins sur Vn moins 1, son signe, à partir d'un certain rang, ce sera le même signe que ça. Et donc, comme ça, comme ce truc-là, il est positif à partir d'un certain rang, ça veut dire que la suite Vn, elle est croissante à partir d'un certain rang. Mais par ailleurs, cette inégalité-là, elle nous dit que 1 est plus grand que Vn. Donc on a une suite qui est croissante et majorée, donc elle converge. Vn, elle converge. Et là, vraiment, vraiment, on est à la fin. Parce que si Vn, elle converge, ça veut dire qu'elle est équivalente à sa limite L. Par ailleurs, sa limite, ça ne peut pas être 0. Hein. Pourquoi ça peut pas être 0? Bah, tout simplement parce que le terme V1, bon, ça pourrait être 0. Bon, ok. Alors, peut-être il faudrait évacuer le cas où U0 vaut 0. Si la suite elle vaut 0 tout le temps, bon, c'est à évacuer, ok. Et si U0 vaut pas 0, ah bah alors la suite Vn, comme elle est croissante, ah bah c'est bon, le premier terme est strictement positif, donc tous les termes sont strictement plus grands que 0. Voilà, donc la limite ça peut pas être 0. J'aurais peut-être dû mettre qu'elle était dans R étoile plus. Donc Vn est bien équivalente à L. Ça veut dire que quand on isole un carré, il est équivalent à 3L sur n, donc un est équivalent à racine de 3L sur racine de n. Et donc en fait, on est dans cette situation-là où on a trouvé le alpha qui vaut 1 demi. Donc si on fait le même développement que dans l'analyse, bah en fait ça veut dire que le A en l'occurrence c'est racine de 3L, le A c'est racine de 3L, bah ça peut être que racine de 3 d'après notre analyse. Donc si on a ça, si on a trouvé ça, ça veut dire que un est forcément équivalente à racine de 3 sur n. Ok, donc ça nous permet de mettre une belle conclusion. Un est bien équivalente à racine de 3 sur n, à condition bien sûr que U1 soit positif. Ça dépend du signe de U1, ça. Si U1 est négatif, si U1 est entre moins 1 et 0, bah on peut, je suppose, faire un raisonnement par imparité. Cette fois, ce sera moins UN qui sera équivalente à ça. euh, et donc, ce sera UN qui sera équivalente à moins ça. Ok, donc là, c'est dans le cas où U1 est positif. Dans le cas où U1 est négatif, ce serait UN est équivalent à moins racine de 3 sur N. Bon, alors on peut s'arrêter là. Voilà, je vous conseille de vous arrêter là si vous n'avez pas envie de rentrer dans des détails encore plus. Mais en fait, en réalité, bah, on a un petit truc qu'on n'avait pas prouvé, c'est ce petit résultat-là. On l'a pas encore prouvé, cette inégalité. Donc je vais juste continuer un peu, histoire de prouver cette inégalité-là. Bon, là, on va clairement beaucoup plus loin que ce que l'oral a pu faire. Hein, donc, enfin, je suppose, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient fait tout ça dans l'oral, surtout qu'il y avait un autre exercice avant. Euh, mais donc, bah, ce que je vous propose, c'est de prouver ce truc-là. C'est intéressant, mais c'est pas non plus le plus intéressant. Donc, je comprendrai que vous lâchiez la vidéo à cet endroit. C'est parti. Donc, on veut montrer, pour montrer cette inégalité, il suffit de montrer que ça, c'est négatif, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, moi, pour m'en convaincre, déjà, j'ai tracé la fonction sur un logiciel pour voir que effectivement, ça a bien l'air négatif. Et en fait, bah, pour faire ça, on peut penser à plusieurs trucs. On peut penser à faire une étude de fonction. On peut penser, ouais, c'est ça, à faire surtout une étude de fonction. On peut penser peut-être à d'autres trucs comme les accroissements finis, tout ça. Mais bon, ça me semble pas marcher. Ou bien faire un développement limité aussi. Effectivement, j'avais fait un développement limité de ce truc-là et j'avais vu que le développement limité, son terme était négatif. Mais un développement limité, ça nous dit juste que la fonction sera négative au voisinage de plus l'infini. Et donc on ne sait pas si c'est vrai tout le temps. Alors que nous, on en a besoin nous, dans la récurrence, je vous montre, hein, on en a besoin à partir du rang n égale 1. On a besoin que ce soit vrai pour n égale 1 pour prouver le rang 2. On a vraiment besoin de prouver ça pour toutes les valeurs, de x à partir de x égale 1. Bon, d'accord? Pour toutes les valeurs entières, on va dire. Bon, bah, pour faire ça, du coup, donc le développement limité, ça nous permet d'avoir un signe au voisinage de plus infini, mais pour avoir un encadrement précis, bah, il faut utiliser Taylor-Lagrange. Et je vous dis, c'est compliqué parce qu'on le fait jusqu'à la puissance 5. Donc là, je passe un peu vite. Je fais à la puissance 5, donc ça veut dire que pour sinus, vu qu'on peut avoir, quand on fait un développement à l'ordre 5, ça veut dire qu'en fait, on a fait jusqu'à l'ordre 6, hein, parce que l'ordre 6 c'est 0, et donc ça fait que dans l'encadrement de Taylor-Lagrange, on a des puissances 7, et donc
Si on vire tout ça, là, le sup de sinus, même dérivé septième, c'est toujours 1. Et puis là, bon bah voilà, ça, ça on le touche pas. Par ailleurs, pour faire le développement ici, en fait, ce sera le développement de racine de... En fait, ce sera le développement de 1 plus x puissance moins 1,5, hein, donc l'inverse de la racine, ce sera puissance moins 1,5 du coup. Et donc celui-là, on a besoin de le faire qu'à l'ordre 2. Bon, je vous avoue, j'ai débroussaillé le terrain avant, hein. Je vous dis, on a besoin de le faire qu'à l'ordre 2, donc ça veut dire qu'ici, on aura une puissance 3. Là, j'ai fait la dérivée troisième. Donc en faisant la dérivée troisième, ça veut dire qu'on a une puissance 7 demi. Et puis bon, c'est ce coefficient-là qui sort, je passe un peu vite dessus. Euh, voilà, donc ça nous fait ça comme majorant. Donc quand on met ça maintenant avec les données du problème, parce que là pour sinus, vous voyez, c'est racine de 3 sur x qu'on met dedans. Donc notre x, c'est racine de 3 sur x ici. Donc bah, on remplace et puis on obtient ça comme majorant. Ici, là, il faut retravailler un peu cette expression. Une fois qu'on factorise par racine de 3 sur x, on a exactement cette expression-là, sauf qu'on a remplacé le grand X par un 1 sur x en gros. Donc le racine de 3 sur x, il va rester, et puis le grand X, il est remplacé par un 1 sur x, donc là, je l'ai remplacé par un 1 sur x, le grand X, au cube. Ok. Et puis du coup, ça nous fait ça une fois qu'on met tout ensemble. Donc on a des puissances moins 7,5 de part et d'autre, ce qui va permettre de mettre tout ensemble, vous allez voir. Donc je réécris tout ça en faisant apparaître les termes du développement. Euh, Vous allez comprendre pourquoi j'ai eu besoin de mettre 3 termes dans le développement, tout simplement parce qu'ils vont se simplifier. Les deux premiers termes du développement se simplifient, que ce soit pour sinus ou racine de 3x plus 1. Les deux premiers termes du développement sont exactement pareils, donc ils se simplifient. Et après, on a le terme à la puissance 5 de sinus. Donc là, j'ai juste remplacé x par racine de 3 sur x. Et puis ici, là, c'est le terme qui est là, hein, ça correspond, en le multipliant par racine de 3 sur x. Donc voilà. Donc, alors, pour expliquer, là, j'ai juste fait apparaître les développements, d'accord. Là, vu qu'ils se simplifient, bah effectivement, quand je fais apparaître moins ça au niveau du sinus et que je fais apparaître plus ça, parce qu'il y a un moins ici, hein, et que je fais apparaître plus ça, bah, il se compense. Là, si je fais apparaître plus ça et plus ça, bah, il se compense aussi, donc je vous rappelle parce qu'il y a un moins ici. Mais lui, je le fais apparaître et il ne se compense pas avec lui. Donc lui, quand je le fais apparaître, il faut que je le compense là. Et lui, quand je le fais apparaître, il faut que je le compense là aussi. Ok. Euh, donc maintenant, là, on va utiliser l'inégalité. Là, ça, on sait que c'est plus petit que le truc jaune, là. Et l'autre parenthèse aussi, elle est plus petite que l'autre truc jaune. Donc, on a ces deux trucs jaunes. Et puis après, j'ai mis ensemble les deux machins là. Ça nous donne ce machin là. X puissance moins 5 demi. Donc, je mets ensemble ces deux machins là. Bim. Et on dit que du coup, on calcule tout ça, hein. J'ai mis ensemble ces deux machins là. Ça nous donne ça. Puis bim, le calcul il fait ça. On factorise tout par x puissance moins 7 demi. Et puis le facteur racine de 3 sur 20. Et il nous reste une parenthèse qui est là, qui va nous donner le signe de cette horreur, ok? Parce que bon, ça c'est positif, donc c'est le signe de ça qui nous intéresse. Et ça, c'est à peu près plus grand que 5. C'est compris entre 5 et 6. Donc on sait que si x est plus grand que 6, si on sait que x est plus grand que 6, ça on sait que c'est négatif. Négatif si x est plus grand que 6, pardon, hein, pas x plus grand que 5. Négatif si x est plus grand que 6. Si x est plus grand que 6, ça c'est bien négatif. Donc on a au moins ça. Et donc, alors bon, on pourrait se dire c'est insatisfaisant parce que nous, on veut le prouver à partir du rang 1, vu que la récurrence, elle est à partir du rang 1. C'est vrai, c'est un peu insatisfaisant. On pourrait se dire, bon, bah, du coup, il n'y a plus qu'à calculer en fait f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, montrer qu'ils sont bien négatifs, et là, c'est bon. On a juste 5 points à vérifier sur la fonction f pour terminer, et je pense qu'on va se satisfaire de ça parce que si on ne se satisfait pas de ça, bah, il faudrait faire le développement à l'ordre supérieur, c'est-à-dire aller jusqu'à l'ordre 7, et puis sur celui-là, il faudrait aller jusqu'à l'ordre 3. Et je suppose que du coup, ça permettrait d'affiner un peu mieux ici et d'avoir une meilleure valeur de x. Bon, on n'a pas envie de faire ça, hein. On va s'arrêter là, je vous propose. Ok. Voilà pour cet exercice. Donc, comme je vous ai dit, la question bonus est un peu compliquée. Je trouvais ça compliqué de la faire pas en entier, donc je me suis dit, bon, tant pis, quitte à la faire, autant la faire entièrement.
En tout cas, si vous avez une solution plus facile, n'hésitez pas à me la donner parce que ça m'intéresse. Peut-être que moi j'ai été chercher des trucs trop compliqués. Euh, En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je vous souhaite de bien continuer à travailler. Les concours approchent. Donc, bonne chance à vous et bon travail. Allez, à la prochaine.